Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez, en ce jeudi 10 avril 2025, un Bell 206L-4, c'est les versions rallongées, s'est abîmé dans l'Hudson à New York avec à son bord 5 touristes de la même famille et un pilote de 36 ans. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre comment un hélicoptère peut se retrouver à perdre son rotor, car dans le cas du Bell, c'est documenté grâce à ces images et ça nous permet d'enrichir notre compréhension du vol en hélicoptère et surtout d'attirer votre attention et l'intention de tout le monde sur la complexité de ce type d'hélicoptère qui nécessite énormément de souplesse et également d'éviter certains types d'actions aux commandes. Pour faire très simple, quand vous faites de l'hélicoptère, ce qu'il faut retenir, c'est souplesse bonheur. Allez, on attaque tout ça juste après le jingle. Avec notre nouvel ouvrage, l'état final recherché, c'est de vous faire redécouvrir la culture de sécurité grâce à l'adaptation des méthodes de l'aviation. Vous allez vous rendre compte que ce que l'on fait à Mach 1,5 a été réfléchi pour nous permettre de rentrer vivant et d'accomplir la mission, le tout dans les délais impartis et surtout avec les moyens à notre disposition. Il y a pas mal de choses dont vous pourriez vous inspirer dans votre quotidien. Je vous propose de découvrir tout ça dans l'ouvrage. Le lien est juste en dessous. Un Long Ranger 4 fabriqué en 2004 qui appartient et mis en œuvre par New York Helicopters qui le loue à un groupe qui est basé en Louisiane qui s'appelle Meridian Helicopters a décollé à 2h59 de l'après-midi de Downtown Manhattan Heliport. Alors Downtown Manhattan Heliport, vous connaissez un petit peu New York, c'est du côté du Pier 6. Ça existe depuis les années 60 et récemment, il y a même Aéroport de Paris qui permet la mise en œuvre de cet héliport. Héliport qui a 13 places, dont 10 sur des barges. C'est un peu une spécificité qui est très utilisée par toutes les personnes qui travaillent dans le centre de New York, dans la finance, vous vous doutez bien, mais également par le président quand il vient en visite présidentielle dans cette ville. Le fleuve qui passe, c'est l'Hudson. L'Hudson, il fait 507 km. Pour vous donner une idée, le Rhin, c'est 1320, la Seine, 776. Et point intéressant, vous avez quand même un courant de l'ordre de 5 km/h. Donc quand il y a un hélicoptère ou un avion qui finit dans l'Hudson de ce côté-là, ça se déplace très vite. L'hélicoptère, il attaque son 5e tour de la journée. Ce sont des cours très courts, de l'ordre d'un quart d'heure. Assez simple, ça se fait à 1000 pieds sol, ça fait 300 mètres sol. L'hélicoptère décolle, suit le fleuve, fait son demi-tour et il n'y a vraiment rien de significatif. En termes de météo, on est sur du 10 nœuds, ça fait du 18 km/h de vent du sud, une visibilité de 16 km et oui, il y a de la nébulosité, il y a des nuages, mais il reste à vue sous cette couche, vraiment rien de particulier d'un point de vue météo. Le demi-tour a lieu à 15h08 et c'est à 15h17 qu'a lieu l'accident où vous voyez ces images incroyables avec le Bell qui est sur le dos à 45 degrés, la queue coupée et les rotors qui s'est séparé et qui va tomber tout seul de son côté. Il y a différentes prises de vue, ça permet de bien voir et malheureusement de bien comprendre pourquoi l'hélicoptère n'est plus pilotable. Alors ce qu'il faut savoir sur cet héliport à New York, qui a déjà eu des accidents, les plus récents par exemple c'était en 2005, le 14 juin avec un Bell 206 qui avait fini dans l'eau juste après le décollage, mais parce qu'il avait décollé en surpoids. En 2021, c'était un Bell 429 de la police qui avait eu des soucis de vibration, qui s'était posé, mais il n'y avait pas eu de mort à ce moment-là. Mais plus récemment, vous en avez peut-être entendu parler, c'était le 11 mars 2018, c'était un écureuil, un AS350, c'est français, avec 6 personnes à bord, dont 5 passagers, qui faisait un vol avec les portes ouvertes et donc sous un cadre réglementaire assez particulier. Et pour pouvoir voler en toute sécurité avec les portes ouvertes, les passagers devaient avoir un harnais spécial. On leur donnait une sorte de couteau pour pouvoir se libérer en cas de besoin, mais c'était harnaché de manière très forte quand même à la cellule, à leur siège. Et en se déplaçant, un des passagers, en fait, sans faire exprès, a actionné la coupure d'urgence de carburant, l'Emergency Fuel Shutoff, ce qui a amené à une coupure du moteur, à une autorotation de la part du pilote, qui a très bien réagi, qui a essayé de redémarrer 2 fois le moteur, qui s'est rendu compte que ça ne marchait pas, qui a voulu couper son Emergency Fuel Shutoff, qui s'est rendu compte qu'il était coupé à cause d'une sangle, qu'il a remis, qui a redémarré son moteur, mais à ce moment-là, il était en descente trop bas, et le temps que le moteur reprenne, ils ont tapé l'eau,
tapé l'eau où ils se sont retournés. Le pilote a pu s'extraire, a survécu. Malheureusement, les 5 passagers harnachés n'ont pas réussi à se retirer de leur système et sont décédés noyés dans la carlingue qui est partie à 5 km/h avec le courant et il a fallu 7 minutes aux plongeurs pour pouvoir arriver sur place. Alors, c'est pas la première fois donc on a des pertes avec ce type d'hélico. Rappelez-vous, en Australie également, on avait eu ce coup-ci, c'était un abordage en vol, 2 hélicoptères qui s'étaient rentrés dedans du côté de la Gulf Coast. De manière générale, face à un accident comme ça, petit moyen mémotechnique si vous voulez, c'est le MPHH. Alors le MPHH que je vous propose aujourd'hui, c'est quoi? Ça peut être mécanique, ça peut être physique, ça peut être humain, et après pour mieux comprendre, il faut regarder l'historique au niveau de la flotte. Mécanique, qu'est-ce que ça veut dire? Mécanique, ça voudrait dire qu'on a un souci au niveau de la mécanique de l'hélicoptère, sachant que là on parle de Bell 206. Les Bell 206, c'est plus que connu. Il y en a plus de 7300 qui ont été fabriqués depuis 1962. Il y a des versions militaires qui existent. Et il faut savoir qu'à la base, cet hélicoptère qui était assemblé à Mirabel au Québec, eh bien, il était proposé pour un programme militaire. Finalement, il a perdu le programme. Il a été créé en version civile et derrière, il s'est retrouvé quand même sélectionné par l'Army et c'est le Kiowa, le OH-53. Il y a différentes versions, là on est sur le Long Ranger, il y en a 3800 qui ont été fabriqués, ce qui permet d'embarquer 7 passagers. Et c'est un hélicoptère qui a plutôt bonne réputation, même si on va le voir, il a ses talons d'Achille. Donc si vous avez un problème au niveau de la maintenance, au niveau d'un défaut de pièce, au niveau d'une rupture, eh bien la partie mécanique peut vous amener au tas. Alors, au vu des premières images du crash, tout le monde a pensé à un cas de mast bumping. Nous allons revenir dessus dans la vidéo plus tard car c'est le talon d'Achille de ce type d'hélicoptère qui a seulement 2 pales. Par contre, une nouvelle vidéo est sortie et on voit clairement que l'hélicoptère est en VRH, en vol rectiligne horizontal, sans qu'il n'y ait d'action forte du pilote au manche. On va revenir dessus. Donc là, clairement, eh bien, ça ressemble à quelque chose d'extrêmement rare sur Bell 206, c'est pour ça que tout le monde a du mal à y croire, ça ressemble à un souci au niveau de la boîte de transmission. Et on va pouvoir parler du cas du EC225, qui est un cas symptomatique dans le monde des hélicoptères. Et pour faire très simple, si au niveau de la transmission, vous avez l'énergie qui sort du moteur qui doit aller au niveau des pales, eh bien, si au niveau de cette transmission, il y a un souci mécanique, vous pouvez mettre Maverick aux commandes, il ne va absolument pouvoir rien faire. Donc il est plus que probable que le NTSB creuse énormément l'entretien et la maintenance de ce Bell 206. Alors, on va prendre un exemple très simple, c'est par exemple celui des boîtes de transmission principales. Alors attention, sur Bell 206, ils n'ont pas trop de soucis de ce côté-là. Par contre, il y a eu le cas sur les EC225. Et il y a un accident très connu chez les hélicoptéristes du 29 avril 2016 avec un Super Puma qui a eu un souci au niveau de sa boîte de transmission principale. Il y a eu une rupture d'un pignon et en Norvège, cela a fait 13 morts sur des opérations offshore et le rotor s'est détaché de l'hélicoptère. À ce moment-là, il n'y a rien que vous puissiez faire, il n'y a pas de siège éjectable, il n'y a pas de parachute de cellule et vous n'avez qu'à attendre l'impact qui sera fatal. Ça, c'est un bon exemple de souci qui peut venir de la mécanique. Un souci qui vient de la physique, ça va être par exemple des turbulences. On l'a vu en 2014 à Hawaï avec des turbulences dues aux ondes orographiques. Donc quand vous avez du relief, il peut y avoir des turbulences à cause de ce relief avec un fort vent et un R-44, un petit hélicoptère, a fini par avoir son rotor qui coupe sa queue à cause de ces turbulences orographiques. Donc là, c'est dû à un phénomène physique extérieur. Et normalement, vous voulez les anticiper, les éviter. Ce qui nous amène vers le troisième lettre, le H, où là, il y a le côté humain, le côté facteur humain. Et des fois, les deux sont liés. Exemple avec un Bell 206L, on est du côté de Sydney en Australie, en juillet 2022, et là, après 9 minutes de vol à 150 mètres sol, vous avez un aigle d'Australie qui vient percuter le Bell 206. Le pilote s'accroche un petit peu aux manches, surréagit et fait une action très brutale aux manches. Comme on l'a dit, souplesse, bonheur, sinon eh bien, tu te coupes la queue. Regardez d'ailleurs ces images avec un CH-53 qui met un coup de manche et lui se coupe la perche de ravitaillement. Et malheureusement, eh bien, à cause de cet impact, le côté physique, l'humain réagit comme il peut, réagit trop fort et coupe son mât arrière et se retrouve à chuter sans aucune possibilité de survie. Pour la petite histoire, en Australie, entre 2018 et 2022, ils ont recensé 212 collisions aviaires pour les hélicoptères et une seule perte d'hélicoptère. Donc c'est vraiment cet enchaînement de circonstances. Si le pilote ne tire pas fortement sur le manche, il ne va pas se couper la queue.
Et par contre, tout type d'aviation en Australie, entre 2008 et 2022, on est sur 24 000 collisions aviaires, pour vous donner une idée. L'historique de la flotte, eh bien, on en a parlé, je vous les ai présentés au fur et à mesure de cette vidéo. Mais si on veut revenir sur les grandes raisons qui peuvent expliquer cette désintégration en vol de ce Bell 206, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on appelle en anglais le mast bumping. Donc ce choc contre le mât. Donc j'ai eu la chance d'échanger avec William, que je salue, qui est pilote, qui sauve des vies. En France, on a des pilotes de SAMU qui sauvent des vies tous les jours, et qui m'a expliqué un petit peu ces concepts-là, parce que moi je viens du monde des avions, et dans le monde de l'aviation, surtout dans l'aviation de chasse, tu peux bourriner au niveau des commandes, tu n'auras pas de souci. Pourquoi? Parce qu'on a des commandes de vol électrique, on est protégé. Donc en rafale, si je mets le manche à fond d'un côté ou de l'autre, tant que je n'ai pas de panne au niveau de mes senseurs, l'avion ne va pas sortir de son domaine et va me donner des performances qui sont protégées. C'est pareil par exemple sur un Airbus. Maintenant, si vous faites du super étendard ou que vous faites du Cessna, vous pouvez aller en butée au niveau de vos commandes et là, avoir des soucis. Mais dans un avion, vous n'allez pas vous couper la queue. Il y a quand même un précédent dans l'aviation, au décollage de New York justement, avec un Airbus A300 où le pilote était allé en butée au niveau des palonniers pour contrer des turbulences et cela avait amené sa queue à se détacher et on s'était rendu compte que sur ces Airbus, eh bien, il n'y avait pas de protection au niveau du palonnier, là où il y avait des protections dans d'autres domaines. D'où l'importance d'apprendre des erreurs des autres. D'ailleurs, tout le concept de notre dernier bouquin. Toujours est-il, avec le mast bumping, ça a plutôt tendance à arriver sur les hélicoptères qui sont bipales. Donc vous avez un rotor semi-rigide. Et ce qu'il faut éviter, c'est les manœuvres brutales, le faible jet, donc pousser sur le manche, les turbulences. Pourquoi? Parce que sinon vous risquez d'avoir des fissures au niveau du mât, voire la rupture du mât. Et là, clairement, vous voyez notre Bell qui est sur le dos, le mât coupé, le rotor de l'autre côté. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Ça peut être mécanique, une pièce, un moyeu, des boulons de fixation qui n'ont pas tenu. Ça peut être physique, impact aviaire, impact avec un drone, des vibrations. Au vu des conditions météo, les turbulences, peu probable. Ça peut être humain, avec une action brutale sur le manche, un AVC, une perte de conscience du pilote, une volonté d'éviter quelque chose. Et après, dans le monde des hélicoptères, il y a d'autres phénomènes qui peuvent arriver, notamment autour des vibrations ou de la perte de synchronisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 90 à 2000, pour cette flotte d'hélicoptères, la FAA, donc la régulation américaine, avait fait des bulletins pour avertir et former, sensibiliser les pilotes au danger du mast bumping. C'est quelque chose qui est très connu et qui, en plus, pour des pilotes, est assez facile à retenir, ne te coupe pas la queue. Et pour ce qui est de la flotte militaire avec les OH-53, pareil, ils avaient fait attention parce que le pilote militaire avec ces petits hélicoptères va être beaucoup plus violent en termes de manœuvre et ils avaient vu les limites et eu certains accidents, donc il y a beaucoup de retours d'expérience. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'un peu mieux comprendre ce qui peut amener un hélicoptère à se retrouver désintégré en vol. Vous rendre compte que c'est déjà arrivé par le passé. Il y a eu des cas en Bell 206, en OH-58, en R-22. Vous en avez eu un en 2022, R44 en 2020 en Australie, on a parlé 2014 d'Hawaï. La grande différence entre un avion moderne extrêmement protégé en termes de domaine de vol et ses hélicoptères, c'est que le pilote d'hélico doit en permanence être souple, ne peut pas s'amuser à aller en butée. Le pilotage d'un hélicoptère, et c'est un pilote de chasse qui vous le dit, se doit d'être plus souple que le pilotage d'un avion et vous avez moins de protection par rapport aux commandes de vol. On vient vraiment toucher aux limites physiques de ce type d'aviation avec ces pales qui viennent vous créer la portance et Bell est bien au courant parce que par exemple leur prototype du Bell 525 s'est écrasé le 6 juillet 2016 à cause de phénomènes vibratoires qui avaient amené à la destruction de l'hélicoptère. Pour la petite histoire et la petite anecdote, il faut savoir que Gary Powers, qui avait été abattu en E2, qui avait été prisonnier de l'Union soviétique, est décédé sur un Bell 206 du côté de Santa Barbara, alors qu'il était pilote pour KNBC Los Angeles, donc pour la télé locale. Il venait de filmer des départs d'incendie du côté de Santa Barbara. Il pensait que sa jauge carburant était en panne. Sa jauge carburant était dans les chaussettes. Il s'est dit, bon, il faut que je rentre parce que j'ai plus de pétrole. Et alors qu'il était sur le retour, il s'est rendu compte que ça passait pas. Panne de carburant, il a voulu se poser dans une zone dégagée, mais il y avait des jeunes qui faisaient du baseball. Alors, au dernier moment, il les a vus, il a tiré fort sur le manche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a abîmé l'intégrité physique de son hélicoptère et ils se sont écrasés. Et lui, comme le caméraman, n'ont pas survécu. Donc, de manière générale, l'hélicoptère, quand vous avez une surprise, si votre réflexe, c'est de tirer fort sur le manche,
c'est pas une situation d'avenir. Dans tous les cas, on reparlera de cet événement une fois que le compte-rendu du NTSB sera sorti. Il faudra attendre plusieurs mois, mais au vu du nombre de vidéos, il est plus que probable qu'ils arrivent à nous expliquer ce qui s'est passé, surtout qu'ils ont déjà récupéré l'épave. Pour ce qui est de l'accidentologie dans ces tours aériens, il faut savoir que d'après une étude de 2014, vous avez pour 100 000 heures de vol, donc un tour c'est généralement 10 minutes, ça vous donne une idée du nombre de vols, 3,5 accidents. Vous êtes sur la tranche haute en termes d'accidentologie, ce qui est assez similaire aux évacuations sanitaires ou alors à tout ce qui est activité offshore sur les plateformes pétrolières dans le monde des hélicoptères. Ce sont des chiffres qui ont 10 ans déjà. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous permet d'y voir plus clair. À bientôt en conférence de votre entreprise. Pourquoi pas pour parler sécurité. Et vous de vous rendre compte que toute l'intellectualisation de la sécurité dans le monde de l'aérien se transmet extrêmement bien au-delà du cockpit et dans d'autres industries. Je vous dis à très vite et fly safe.